Farilac, pour le plaisir de bien grandir. Farilac vous présente Parents. Chers parents, chers téléspectateurs, futurs parents aussi, c'est toujours un plaisir pour moi et le docteur Sylvia d'être avec vous dans l'émission Parents ce soir. Bonsoir docteur. Bonsoir Taïn, bonsoir à tous. Oui, bienvenue à tous dans notre émission. Ce soir, dans la principale rubrique, nous allons parler d'un thème pas très joyeux, mais il faudra en parler quand même. Ce n'est autre que la malnutrition. C'est vrai, on doit parler de la malnutrition parce que cela existe bel et bien à Madagascar. Tout à fait, la malnutrition touche beaucoup d'enfants malgaches. Mais avant toute chose, docteur, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est la malnutrition? Oui, la malnutrition signifie mal nourri et c'est un état nutritionnel qui s'écarte de la normale définie par les physiologistes. Ça résulte aussi d'un déséquilibre alimentaire, que ce soit au niveau de la quantité, que ce soit au niveau de la qualité de l'alimentation. Et la malnutrition regroupe la sous-alimentation, la suralimentation et aussi un défaut d'assimilation des aliments. D'accord. Oui, il est important que vous souligniez cela parce que j'allais justement demander qu'est-ce qui différencie la malnutrition et la sous-alimentation parce que des fois on confond les deux. Oui, on a vu dans la définition de tout à l'heure que la sous-alimentation fait partie d'une malnutrition. Donc la sous-alimentation, on dit qu'un enfant est sous-alimenté quand l'apport calorique apporté par les aliments qu'il mange sont nettement inférieurs à ce qu'il doit manger normalement quotidiennement. Et on parle d'enfants, mais vous savez qu'il y a environ 800 millions de personnes dans le monde qui sont sous-alimentées. Oui, ces chiffres sont alarmants. En parlant de malnutrition, docteur, à Madagascar, il existe le fléau qu'on appelle le kéré. Qu'en est-il de ce fléau? Est-ce que c'est un cas de malnutrition, de sous-alimentation? Oui, Taïn, malheureusement, le kéré existe bel et bien à Madagascar. Le kéré, ce n'est autre que le dépérissement, c'est-à-dire une perte de poids très grave, très significative. C'est une forme de malnutrition sévère. Et dans le sud de Madagascar, c'est dû surtout à la famine, mais dans d'autres pays, ça peut être dû à la guerre ou aux catastrophes naturelles aussi. Retenons donc que le kéré est une forme de malnutrition sévère. Et à part cela, est-ce que la malnutrition a des caractéristiques spécifiques? Quelles sont ses manifestations? Dans la malnutrition, il y a des caractères spécifiques. On a parlé tout à l'heure de la sous-alimentation qui est caractérisée plutôt par une insuffisance d'apport en énergie, en calories pour un enfant. Il se peut aussi qu'il y ait une insuffisance en protéines pour les enfants. Il se peut qu'il y ait une insuffisance d'apport de micronutriments. Oui, donc ce sont des formes de malnutrition. Et la malnutrition aussi peut être reconnue si un enfant présente une infection à répétition ou si un enfant est malade tout le temps. Il se peut que l'enfant soit malnutri. Et à part cela, comment sait-on qu'un bébé subit une malnutrition? La malnutrition ne se mesure pas par la qualité ni la quantité d'aliments qu'un bébé mange. La malnutrition se mesure par le poids de l'enfant, par sa taille et tout cela par rapport à son âge. Il y a un tableau et les médecins et les spécialistes peuvent voir si cet enfant est malnutri ou pas. D'accord. Et autre chose aussi, qui sont les enfants, les personnes qui sont les plus exposées à la malnutrition, docteur? On a surtout parlé des enfants dans notre émission. Les enfants sont plutôt exposés à la malnutrition et aussi les bébés parce qu'à partir de 6 mois, dans la diversification alimentaire, il se peut que les aliments qu'on donne à l'enfant ne soient pas adéquats. C'est une alimentation équilibrée que l'on propose à l'enfant. Mais à tout âge, on peut subir une malnutrition, mais c'est surtout les enfants, les femmes dans les zones rurales
qui subissent aussi cette malnutrition. Je vois donc que tout le monde peut être exposé à la malnutrition, elle peut atteindre les gens de tout âge. Mais à part cela, qu'en est-il de la situation nutritionnelle chez nous à Madagascar, docteur? Est-ce que c'est grave? Oui, beaucoup de personnes ne sont pas conscientes qu'à Madagascar, il y a un problème de malnutrition. Mais permettez-moi de lire quelques chiffres quand même. Il y a 50% des enfants de moins de 5 ans qui présentent un retard de croissance dû à une insuffisance d'apport alimentaire. Il y a 42% d'enfants qui souffrent d'insuffisance pondérale. Il y a 13% qui souffrent de malnutrition aiguë. Il y a 50% qui souffrent d'anémie fériprive. 42% des enfants de moins de 5 ans présentent des signes de carence en vitamine A. Donc, ce sont des chiffres qui parlent quand même. Et la malnutrition est un problème majeur à Madagascar parce qu'un enfant sur 2 souffre d'une malnutrition chronique. Oui. Et c'est souvent dès l'âge de 6 mois, comme on a dit tout à l'heure, que les enfants commencent à avoir un déséquilibre alimentaire qui va se ressentir tout au long de sa croissance. Ces chiffres me font très peur, docteur Sylvia. Je ne savais pas qu'on était à ce point-là malnutris à Madagascar, mais j'espère que ça va s'améliorer. À part cela, docteur Sylvia, quelles sont les conséquences de la malnutrition, surtout chez les enfants, parce que nous parlons surtout des enfants dans notre émission? Oui, malheureusement, faute de prise en charge adéquate, des enfants peuvent mourir d'une infection banale, d'une infection bénigne, par exemple de la toux ou d'une rhume qui doit passer. Son corps n'a pas de résistance, son corps est faible, donc son corps ne peut pas lutter contre la maladie. Donc l'enfant peut mourir. L'enfant aussi peut mourir de diarrhée. C'est pareil, l'enfant n'a pas assez de défense pour justement lutter contre ces maladies. Donc, il ne faut surtout pas prendre la malnutrition à la légère. Il faut surtout surveiller le poids de votre enfant selon sa taille, son âge. Et sinon, qu'est-ce qu'on devrait faire pour lutter contre la malnutrition, docteur? À Madagascar, quand même actuellement, il y a beaucoup d'actions qu'on peut faire. Par exemple, vous pouvez donner des donations dans les associations. Il y en a beaucoup à Madagascar. Si vous voulez aider ces enfants, on a vu qu'un enfant sur 2 à Madagascar subissent la malnutrition. Il y a aussi des possibilités de parrainage, si vous voulez. Vous pouvez aller dans les hôpitaux et voir les associations qui sont en charge de cela. Il y a aussi des aides aux personnes en situation de malnutrition sévère, comme le Kéré qu'on a parlé dans cette émission. Il y a des prises en charge pour cela. Mais surtout, ce qui est important, c'est l'éducation de la population. Tout à fait. Oui, donc il y a des ateliers, il y a des formations, il y a des éducateurs spécialisés pour cela. Dans chaque Fouktane, il y a des sensibilisateurs justement pour la nutrition des enfants. Donc il faut y aller. Vous voyez, à Tana, il y a certains hôtels Nzazakil. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, oui, j'ai bien remarqué les hôtels où on distribue des goûters à valeur nutritive très élevée. Oui, il y a des hôtels Nzazakil ou restaurants pour bébés. On distribue, comme vous dites, des goûters. On peut aussi distribuer des petits déjeuners, des compléments alimentaires à base de céréales. Il y a aussi des éducations dans ces centres. Ils vous apprennent à comment préparer les aliments pour bébés parce que des fois, on ne sait pas qu'est-ce qui est bien pour les enfants, quels aliments est-ce qu'il faut donner pour les enfants. Absolument. Oui. Mais ici à Madagascar, on a beaucoup de produits naturels qui peuvent substituer la viande parce que la viande est très chère pour la protéine, par exemple. Ils vous aident, ils vous conseillent qu'est-ce qui peuvent substituer la viande. Donc, il faut aller dans ces centres si vous ne voulez pas avoir de problème de malnutrition pour les enfants. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire, chacun d'entre nous, les associations peuvent faire à Madagascar pour lutter contre la malnutrition et pour la prévenir. Mais pour les personnes atteintes de malnutrition, est-ce qu'il y a des prises en charge quand même? Oui. Comme c'est une maladie, il y a des prises en charge. N'ayez pas peur. Dans les hôpitaux pour enfants, il y a des prises en charge adéquates justement pour chaque type de malnutrition. Il suffit juste d'aller dans les centres de santé pour peser votre bébé tous les mois pour voir sa taille, est-ce qu'il grandit normalement, pour voir son développement psychologique aussi. Donc, lors des examens de routine, vos médecins ou les infirmiers peuvent vous conseiller sur ce qu'il faut faire ou sur
sur ce qu'il faut donner à votre enfant. Mais si par malheur, votre enfant atteint de malnutrition, il y a des prises en charge adéquates actuellement dans les hôpitaux. Ça rassure quand même. Et pour terminer notre rubrique principale, docteur, est-ce que vous aurez un mot pour la faim? F-I-N, bien sûr, mais pas F-A-I-N. Oui, la faim, F-A-I-M, comme vous dites, c'est vraiment une sensation de creux. Et c'est une sensation de creux au niveau de l'estomac. Et c'est universel. Quand on a faim, on a faim. Mais pour les enfants malnutris, pour les enfants sous-alimentés, cette sensation est chronique des fois. Donc, on a vu qu'il y a des prises en charge adéquates. On peut faire quelque chose et on peut faire beaucoup de choses pour ces enfants. Il suffit juste de faire peser votre enfant régulièrement, d'utiliser les aliments adéquats, de demander des conseils si vous ne savez pas quoi faire avec votre enfant. Oui, absolument. Il faut toujours demander l'avis des médecins dans les dispensaires, les hôpitaux. Certains sont entièrement gratuits, je pense. Les consultations sont gratuites. Et aussi, j'espère qu'on arrivera à éradiquer la malnutrition dans notre cher pays un jour. Sinon, on va d'abord laisser de côté cette rubrique. On fait une petite pause et on se retrouve après. Forcément pour Fit, c'est Farilac. C'est ce qu'il y a de meilleur. Il en raffole. Et là-dedans, il n'y a que de bonnes choses. Ça respecte les normes nutritionnelles et c'est déjà lacté. Ça le rendra vif et costaud, comme son papa. On en a tous mangé étant petits et ça nous a bien réussi. Zou et son fils Fit sont tous les deux de la génération Farilac. Farilac, pour le plaisir de bien grandir. Parce que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phenoxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichie d'un nouvel actif breveté, le persios d'avocat. Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé ou quand le corps change, on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle. Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime. Vous avez ramené du Farilac, Taï? Oui, tout à fait. Et qui ne connaît pas Farilac? Farilac nous a accompagnés, nous tous, depuis notre tendre enfance. Et pourquoi je l'ai amené? Parce que nous avons parlé de malnutrition. Je suppose que c'est le meilleur coup de cœur que jamais. D'accord. Je rappelle quand même, pour ceux qui ne connaissent pas encore ou ceux qui ont oublié, que Farilac, c'est de la farine de blé instantanée, farine de blé lactée instantanée. Oui, c'est à donner à partir de 6 mois, je crois. Oui, tout à fait. C'est une farine de blé lacté infantile qui contient 11 vitamines, riches en calcium aussi, que vous pouvez donner à votre enfant ou aux autres enfants dès l'âge de 6 mois. Et vous avez ramené un sachet de... J'ai ramené un sachet de 50 grammes, mais Farilac existe en sachet de 25 grammes, 50 grammes, 200 grammes, en cartonné de 200 grammes aussi et en boîte de 400 grammes. Oui, et je pense aussi qu'ils ont plusieurs parfums, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous avez la vanille, fraise, épinards, poulet, carottes, bananes, chocolat. Vous avez l'embarras du choix. Oui, c'est vrai, vous avez vraiment l'embarras du choix. Ce qui fait la différence, c'est que vous pouvez trouver les produits Farilac dans toute l'île, dans le sud, au nord, ici à Tana, n'importe où, même dans les zones rurales. Ça pourrait aider à diminuer la malnutrition aussi, parce que je pense que le prix est vraiment très abordable, n'est-ce pas? Tout à fait, docteur. Et puis c'est adapté à tout le monde. Comme on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de formats, il y a beaucoup de gammes disponibles, de parfums. Et c'est très facile à utiliser parce que c'est instantané. Vous pouvez le diluer avec de l'eau chaude et la concentration, c'est soit un peu liquide ou un peu... C'est selon votre goût. Tout à fait. Et rappelons toujours, tout le monde le sait, c'est bon pour la santé de votre bébé avant tout, pour sa nutrition. Voilà, et c'est déjà lacté, donc il y a du lait dedans. Ça aide à la croissance de bébé. Donc peut-être après, je vais même encore goûter parce que même adulte, on aime toujours Farilac. C'est vrai.
Moi, Et- j'ai toujours des sachets de Farilac à la maison au cas où. Oui, et pour les enfants, bien sûr. Et on va clore cette rubrique et on se retrouve tout à l'heure. Nous voici déjà dans la dernière rubrique de notre émission. Ce soir, dans la rubrique Allô Docteur, je vais lire la question de Stéphanie. C'est une histoire de popo, mais qui inquiète beaucoup de parents, n'est-ce pas, docteur Oui, Sylvia? c'est vrai, oui. Alors, Stéphanie nous a demandé à partir de quel âge dois-je mettre mon enfant au pot? C'est une question que l'on se pose souvent et tous les parents veulent que leur enfant soit propre le plus tôt possible, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Qui ne voudrait pas que son enfant soit propre? Oui, mais cela n'est possible que si l'enfant est prêt lui-même. Il faut savoir cela, sinon c'est une guerre tout le temps entre son enfant et l'adulte qui veut que son enfant soit propre à tout prix. Oui. Il faut savoir aussi qu'il faut être logique et raisonnable aussi parce que si vous voulez mettre un enfant au pot, si l'enfant ne sait même pas désigner le pot, ne sait même pas se manifester qu'il a envie de faire pipi ou qu'il a envie de faire le gros besoin, ce n'est pas la peine de le mettre sur le pot parce qu'il ne sait pas quand il faut y aller. Vous ne D'accord. savez même pas à quel moment est-ce qu'il faut le mettre sur le pot. Donc c'est inefficace dans ce cas-là. Il faut aussi mettre l'enfant au pot après qu'il ait mangé, mais D'accord. pas avant qu'il ait mangé parce qu'il n'y aura rien qui sortira et ça vous énervera encore plus. Et un conseil aussi, si votre enfant souffre de constipation, au moment où vous voulez qu'il soit propre, évitez de le faire pendant cette période parce qu'il aura du mal. Déjà, avec la constipation, il va se retenir et ça va être un moment douloureux pour lui si vous persistez à le faire, à vouloir le rendre propre à ce moment-là. Donc, différez un peu le temps. Une mise au pot insistante et trop précoce est vraiment néfaste pour l'enfant, aussi bien pour sa santé. Il ne sait même pas comment il doit faire. Il doit relâcher le périnée et pousser avec le ventre. C'est un peu difficile pour un petit bébé. Donc, ne forcez pas l'enfant, laissez-le grandir à son rythme. Et donc, il ne faut pas vouloir à tout prix qu'un enfant soit propre au moment où ça nous arrange. Voilà, exactement. Et il sera propre quand il sera prêt, c'est tout. Voilà, il sera toujours propre de toute façon, mais on peut l'aider de façon très douce, on va dire, mais pas le forcer. Et tant qu'on y est, est-ce que ça aide, docteur, de mettre l'enfant sur le pot à des heures précises chaque jour? Est-ce que ça peut aider? Oui, à partir d'un certain âge, on va dire vers 15 mois, 18 mois, ça peut aider l'enfant parce qu'il a déjà le contrôle du sphincter. Et c'est bien aussi de lui donner une habitude, mais ne pas le forcer. S'il ne le fait pas au moment où vous le voulez, c'est-à-dire chaque matin après le petit déjeuner, ne le forcez pas, ne le grondez pas. D'accord, c'est clair. Docteur Sylvia insiste, il ne faut pas le gronder ni le forcer à aller au petit pot. Et on va aussi clore notre émission sur cette question de Stéphanie qui nous a fait un peu rire et pourquoi pas. Ça peut aider aussi les parents, n'est-ce pas? Tout à fait. Et on va clore notre émission. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur l'émission Parents. Au revoir. Farilac vous a présenté Parents. Farilac, pour le plaisir de bien grandir.